Ouais, Puis au ça pire, je marche. vous dis en cours de route. Hop. Ok. Tu vois bien mon écran? Vous voyez bien mon écran? Et vous m'entendez Ouais, aussi? ouais, Ok, on t'entend, on te voit. C'est tout bon. parfait. Hop. Hop. Parfait. Je commence du coup? Je commence du coup. Donc on va parler d'hypoglycémie aujourd'hui. Le glucose, c'est l'un des produits de dégradation des glucides et c'est une source importante d'énergie pour le corps. En particulier, il y a des organes qui sont très dépendants, complètement dépendants du glucose et c'est notamment le cerveau et les globules rouges qui sont aussi extrêmement dépendants de le glucose. D'où l'importance de maintenir une homéostasie et le fait que des légères variations peuvent entraîner des conséquences graves. Aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser aux troubles en hypo. On va commencer par parler un petit peu de physiopathe sans aller trop dans le détail, mais au moins pour mieux comprendre du coup la partie diagnostic différentiel, les signes cliniques et le diagnostic d'une hypoglycémie, une proposition d'algorithme diagnostic et enfin, on parlera du coup de la prise en charge et de cas pratiques en cas d'hypoglycémie. Euh, du coup, quelques notions de physiopathe. Le glucose est produit par différents moyens. Et notamment, il va être produit suite à la digestion des glucides et l'absorption intestinale. Donc ça, c'est les apports externes. Et il sera également produit par l'intermédiaire de la glycogénolyse et de la néoglucogénèse. Donc ces différents process-là vont permettre de produire du glucose et de faire augmenter la glycémie. Le glucose va servir ensuite de source d'énergie pour les différentes cellules dans le corps. Différentes hormones qui ont une action sur la glycémie pour pouvoir la maintenir du coup dans un intervalle assez restreint. Puisque que ce soit en hyper ou en hypo, on a des troubles qui peuvent, qui peuvent être liés à un défaut d'homéostasie. Donc l'importance de ces hormones-là, et notamment donc l'insuline qui a un effet hypoglycémiant. L'insuline, pardon. L'insuline, elle est produite par les cellules bêta du pancréas. Elle est excrétée dans le sang quand les concentrations en glucose commencent à augmenter avec un pic 1 heure après le repas. L'insuline, elle va avoir un effet donc sur différentes cellules dans le corps. Elles vont notamment stimuler la capture du glucose par ces cellules, à savoir les cellules musculaires, adipeuses et hépatiques. Et au niveau du foie, l'insuline va avoir différents effets, notamment elle va stimuler l'utilisation du glucose par les cellules hépatiques, elle va stimuler le stockage de ce glucose par glycogénèse et elle va inhiber la néoglycogénèse et la glycogénolyse. Donc le but de l'insuline, ça va être de faire baisser la glycémie par ces différents moyens. Donc d'une part par capture par les cellules et d'autre part par utilisation et transformation de ce glucose. D'autres hormones qui sont importantes du coup pour l'effet un peu pour contrer les effets de l'insuline et pour maintenir cette glycémie dans des intervalles normaux et pour éviter qu'elle descende trop. Donc ces hormones, elles sont produites quand le niveau de glucose commence à descendre. Les hormones hyperglycémiantes, ça va être notamment le glucagon qui est aussi produit par le pancréas mais par des cellules différentes et qui stimule la glycogénolyse au niveau hépatique. Et d'autres hormones, donc cortisol, adrénaline et GH, qui vont aussi avoir un effet hyperglycémiant, euh, moindre, mais qui est quand même important pour le maintien de l'homéostasie. Du coup, tous ces process-là, donc que ce soit l'absorption, enfin les différents process qui vont conduire à la production de glucose, soit par absorption, par dégradation du glycogène ou par néoproduction, et ces process qui vont agir du coup sur les différentes étapes du métabolisme du glucose, tout ça, ça va avoir un effet et ça peut faire varier la concentration en glucose dans le sang. Et c'est du coup sur ces process-là qu'on va s'attarder pour essayer de comprendre un petit peu mieux dans quel cas une hypoglycémie se développe.
et ce qui permet aussi de mieux affiner nos hypothèses diagnostiques et exploration en contexte d'urgence. Là, j'ai simplement mis un schéma qui résume les rôles physiopathes majeurs de l'insuline au niveau des tissus hépatiques, adipeux et des muscles squelettiques. Au niveau donc, du diagnostic différentiel, quand on met une évidence en hypoglycémie, à quoi on peut penser? Donc, comme on l'a dit, le glucose dans le sang va varier en fonction de différents paramètres. D'une part, le côté production de glucose, que ce soit par les apports externes, la digestion et l'absorption, et par les phénomènes qui se produisent au niveau surtout hépatique, donc glycogénolyse et néoglucogénèse. Et d'autre part par l'utilisation de ce glucose et le maintien de l'homéostasie. Donc moi, du coup, j'ai décidé le diagnostic différentiel de le partager en trois grandes origines, qui est une diminution de la production. Donc il y a moins de glucose qui est fabriqué, c'est pour ça qu'il y a une hypoglycémie. Il y a plus de glucose qui est utilisé. Donc, c'est-à-dire que les stocks sont normaux ou le corps arrive à produire correctement, mais en face, l'utilisation, elle est telle que du coup, le corps n'arrive pas à maintenir une normoglycémie et des mécanismes inconnus ou combinés. Au niveau des diminutions de production, ça va être donc quand il n'y a pas assez de glucides qui sont apportés, à savoir en cas de jeûne prolongé ou de repas insuffisants. Donc ça, c'est particulièrement vrai, surtout pour des nouveau-nés, des jeunes, en particulier les patients pédiatriques de pardon, race miniature et toy, où ces races, donc défaut d'apport au sens large, soit ils ne vont pas suffisamment manger, soit ils vont perdre davantage, donc ils vont pas assez, ils vont avoir des apports insuffisants. En cas d'hépatopathie, donc notamment chaîne portosystémique, hépatite aiguë ou hépatite chronique en phase terminale et cirrhose hépatique. Donc ça parce que le foie qui est censé euh, stocker et libérer du glucose en cas de besoin et il n'est pas suffisamment efficace. Donc il ne va pas réussir à participer au maintien de la normoglycémie. En cas d'Addison, on peut avoir aussi des hypoglycémies, donc pas dans tous les cas, mais on peut en avoir. Donc dans ce cas-là, c'est par diminution de production du cortisol le cortisol, il participe et il stimule la néoglucogénèse. Donc si on a moins de cortisol, on va avoir une néoglucogénèse qui sera insuffisante. Et d'autres causes moins fréquentes de diminution de production de diminution de production de glucose, qui est un déficit en GH et des maladies de stockage du glycogène. En cas d'augmentation d'utilisation, donc ça va être la grande cause, ça va être les états d'hyperinsulinémie qui peuvent être variables, donc soit par surdosage d'insuline donc chez des patients diabétiques ou des non-diabétiques qui ont été traités comme des diabétiques, en cas d'insulinome ou de tumeurs produisant des insulines-like. Les intoxications, notamment le xylitol, l'éthanol et l'éthylène glycol. Le xylitol, on aurait pu aussi le mettre dans les états d'hyperinsulinémie, puisque le xylitol, donc je crois qu'Agatha a fait une conférence sur le xylitol, entre autres. C'est contenu dans les chewing-gums sans sucre, mais aussi dans différents produits sans sucre, donc des gâteaux, des trucs comme ça, et qui peuvent être du coup ingérés en grande quantité. L'urgence vitale, ça va être surtout le risque d'hypoglycémie, mais le xylitol, ça peut aussi conduire à des insuffisances hépatiques. Et du coup, l'hypoglycémie vient par décharge en insuline. Donc le xylitol, on peut le rentrer aussi dans les états d'hyperinsulinémie. Et d'autres choses moins fréquentes qui vont conduire à une augmentation d'utilisation, ça va être des glucosuries massives ou la bartonellose.
les mécanismes inconnus ou combinés, ça va être en cas de sepsis ou CIRS. Moi, c'est vrai que, alors, enfin, de base, je le rentre surtout dans l'augmentation d'utilisation, puisque ça va être souvent des états hyper cataboliques avec bah, soit les cellules, enfin, les agents infectieux qui consomment beaucoup de glucose ou les différents organes en déférence. Donc, moi, c'est vrai qu'à la base, je le rentre dans l'augmentation d'utilisation, mais dans le cas de sepsis et de CIR, c'est vrai qu'assez fréquemment, on va aussi avoir des atteintes organiques, éventuellement multi-organiques, qui peuvent aussi conduire à une diminution de production par atteinte hépatique notamment. Babésio, donc je ne pense pas que ce soit une cause vraiment fréquente, mais ça peut conduire à des hypoglycémies, les hypoglycémies gestationnelles et d'autres causes plus rares, à savoir MRC, IRA et les hypoglycémies des chiens de chasse ou chiens de sport, donc par hyper-exercice, quoi. Là, c'est un petit schéma récapitulatif du coup des diagnostics différentiels entre diminution de production par défaut d'apport et défaut de stock, augmentation d'utilisation liée à une hyperinsulinémie ou liée à une surconsommation par les cellules. Et donc, du coup, dans ce petit schéma, il n'y a pas les éléments combinés. L'exploration diagnostique d'une hypoglycémie. Donc, une hypoglycémie, on va la mettre en évidence par test sanguin au chevet du patient ou avec une bioche un peu plus complète. Et on va toujours la mettre en lumière et en face d'une clinique qui correspond. Donc, en cas de signe clinique et d'hypoglycémie, c'est dans ce cas-là qu'on s'y intéressera en particulier. Alors après, ça peut nous arriver de mettre en évidence une hypoglycémie non symptomatique qu'on traitera bah, du coup différemment d'une hypoglycémie clinique sur le côté prise en charge immédiate et prise en charge d'urgence. Les signes cliniques liés à l'hypoglycémie, donc déjà, il va y avoir la première étape d'activation du système nerveux sympathique dans le cas d'hypoglycémie. C'est pour ça qu'on va d'abord avoir des signes plutôt de nervosité, d'anxiété, éventuellement un comportement agressif, un animal qui peut trembler. Généralement, les propriétaires, ils vont nous dire que l'animal est bizarre, il se pose pas, ouais, il est bizarre. Et ensuite, avec l'avancée de l'hypoglycémie, on va avoir du coup une déplétion en glucose, notamment au niveau des cellules nerveuses. Et c'est le tissu nerveux qui est le plus sensible à cette déplétion en glucose. Et donc, les signes principalement qu'on va rencontrer, ça va être des signes neuro, avec une faiblesse, léthargie, une ataxie, un changement de comportement, une hypovigilance, et ça peut aller jusqu'aux convulsions et au coma. Ces signes cliniques ils vont se développer plus ou moins rapidement en fonction d'une part du degré de gravité de l'hypoglycémie et en fonction de la rapidité avec laquelle cette hypoglycémie s'est installée. Il y a des animaux, et je pense en particulier des fois à des diabétiques qui peuvent tolérer des seuils vraiment bas de glycémie parce que bah, probablement qu'elle est relativement chronique, alors que sur des animaux avec une hypoglycémie plus aiguë, ils vont présenter des signes plus tôt dans leur hypoglycémie, avant qu'elle soit, enfin, je dirais, à des niveaux plus élevés comparé à un animal qui aurait une hypoglycémie qui serait développée un peu plus chroniquement. Pour mettre en évidence, du coup, une hypoglycémie, un, un analyseur, enfin un analyseur de paillasse qui est recommandé parce qu'il y a différentes études qui ont montré sa supériorité et le fait qu'il soit plus fiable par rapport à d'autres, ça va être l'alpha-tract. C'est pour ça que j'ai mis une petite photo là. Donc, quand on a ces signes cliniques avec une glycémie inférieure à 0,6 g par litre ou 60 mg par décilitre, on va conclure à une hypoglycémie clinique. Comment, là, c'est une proposition d'approche clinique d'une hypoglycémie qui a bah, mon approche qui peut être variable d'une personne à l'autre, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez modifier ou que vous pouvez ne pas utiliser. Donc, la première étape déjà, donc, c'est la mise en évidence de cette hypoglycémie avec des signes cliniques.
ou pas de signe clinique. La première question à se poser, c'est est-ce que ça pourrait être une erreur préanalytique? Est-ce qu'on peut faire confiance à notre analyse ou pas? Et ça, donc des erreurs préanalytiques, on va l'avoir en particulier si on a attendu un peu beaucoup. Ouais, enfin, si on a attendu avant de faire notre analyse, et dans ce cas-là, on a potentiellement une glycolyse dans notre tube. Si on s'est un peu battu avec l'animal ou qu'on a un échantillon hémolysé. Et enfin, en cas de leucocytose ou de polystémie, on peut aussi avoir des hypoglycémies non, enfin, pas réelles. Dans ce cas-là, du coup, ce qui est intéressant, si on suspecte une hypoglycémie, une erreur préanalytique, c'est de refaire l'analyse rapidement. Si on a exclu une erreur préanalytique, on va s'intéresser au signalement et à l'historique de l'animal avant de se lancer dans énormément d'examens complémentaires, et notamment en cas de gêne ou de rastoil. Donc, si on a un chiot qui est présenté parce que qui tète pas correctement, voilà, qui prend pas bien, le plus probablement c'est lié à ça plutôt qu'à une pathologie sous-jacente, même si ça l'exclut jamais. Mais voilà, on refait un point complet sur le signalement historique. Si jamais c'est un animal diabétique ou qui a été mis sous insuline récemment, de la même manière, on va refaire le point au niveau de du dosage d'insuline et des administrations. Est-ce qu'une ingestion de toxiques est possible ou est-ce que c'est totalement exclu? Est-ce que l'animal a des signes cliniques, en particulier des signes cliniques digestifs chroniques? Ça sera particulièrement intéressant en cas de suspicion d'Addison ou de suspicion d'atteinte hépatique. Ou est-ce que l'animal a subi un exercice prolongé? Alors, bon, ça, enfin, c'est quand même pas très fréquent et c'est des animaux qui ont passe pas juste la balade d'une heure ou deux normalement. Si à ce niveau-là, on n'a rien qui puisse nous orienter qui puisse nous expliquer notre hypoglycémie, on va ensuite s'intéresser à l'examen clinique de notre animal. Est-ce qu'il est normal ou anormal? Notamment, on va s'intéresser aux éventuels signes d'infection ou d'inflammation. Est-ce qu'on a des signes cliniques d'Addison? Est-ce qu'on a une hépatomégalie? Est-ce qu'on a un retard de croissance ou un ictère? Si à ce niveau-là, on n'a pas d'anomalie, dans ce cas-là, on s'intéresse aux explorations des causes d'hypoglycémie. Après, si on a des anomalies avant le reste, ça ne nous empêchera pas de faire des examens, c'est juste que ça nous orientera davantage que si on a tout qui est normal. Et je pense en particulier à des insulinomes où cliniquement on n'aura pas forcément d'anomalie, ou au niveau du signalement et de l'historique de l'animal, on n'aura pas forcément d'anomalie, et au niveau du bilan sanguin, on n'aura pas forcément d'anomalie non plus. Donc, ces différents éléments, ça va nous permettre, un peu comme un entonnoir, de nous intéresser un peu plus en détail à une cause plus qu'une autre. Mais c'est pas parce que tout est normal avant ça qu'on exclut un Addison. Voilà. Donc, si on n'a pas d'anomalie, ou même si on a des anomalies et qu'on explore, ce qui est intéressant, ce sera en particulier une exploration sanguine avec NFS, bioche, iono, analyse d'urine et des examens d'imagerie, en particulier écho-abdos, éventuellement radio-thorax, dans certains cas, un scanner. Là, un tableau un peu plus complet du DDX et de l'exploration diagnostique et de l'algorithme diagnostique en cas d'hypoglycémie. Donc, enfin, globalement, ça reste un peu la même chose que ce dont on vient de parler, à savoir, on commence par refaire un gros point sur l'historique. Est-ce que ça nous permet ou pas d'affiner un petit peu nos hypothèses? Ensuite, on se réintéresse à notre examen physique. Est-ce que ça nous permet ou pas d'affiner nos hypothèses? Ensuite, les explorations et on avance pas à pas. Prise en charge d'une hypoglycémie. Si jamais on est appelé du coup par le propriétaire, on peut lui suggérer de passer du miel sur les muqueuses ou de faire, si l'animal a des signes, comment dire, peu graves, par exemple s'il a juste un état de nervosité, dans ce cas-là, il va pouvoir lui donner un repas riche. Si jamais il commence à baisser un peu en vigilance, que c'est contre-indiqué qu'il lui donne à manger ou que l'animal ne mange pas, il peut passer du miel sur les gencives. A priori, si c'est pas avalé, l'effet est quand même pas très important. Donc, ça vaut quand même le coup de le faire, mais ça ne doit pas empêcher ni retarder la prise en charge en clinique de l'animal. En clinique,
Pour gérer une hypoglycémie, on va administrer un soluté glucosé, à savoir du G30, donc un glucosé à 30% ou à 50%. Généralement, ce qu'on va faire en cas d'hypoglycémie clinique, ça va être de commencer par administrer un bolus à une concentration variable entre 0,25 et 1 gramme par kilo, dilué à un demi ou un tiers dans du NaCl 0,9% ou dans du Ringer. Et où on enchaînera avec une CRI, un débit choisi qui est adapté au cas par cas en fonction de l'animal, en fonction de la gravité de son hypoglycémie, en fonction de ses besoins en fluide ou des risques liés à la fluidothérapie. Donc, il y a ces différentes choses à prendre en compte. Et donc, on va reconstituer une solution à partir de G30 et on va fabriquer du coup un soluté glucosé à 5 à 7,5%. On ne dépassera pas ça en perfusion par veine périphérique, donc saphène, etc., saphène ou céphalique ou autre. Et si jamais on doit dépasser ça, donc hors bolus, c'est en cas de CRI, c'est des animaux pour lesquels il serait indiqué de poser une voie centrale. L'objectif en cas de gestion d'une hypoglycémie, ça va être de résoudre des signes cliniques, mais pas nécessairement de normaliser la glycémie. Le G5 ne doit surtout pas être utilisé pour gérer des patients hypoglycémiques, puisque le G5, déjà, c'est du glucose dans de l'eau. Il contient aucun électrolyte, donc pas de sodium, pas de potassium. Donc, si on le passe, que ce soit en bolus ou en perfusion continue, oui, on a un risque non négligeable d'hypocalémie et d'hyponatrémie. C'est aussi un hypotonique et le glucose est métabolisé très rapidement, donc ça n'a pas d'intérêt dans le cadre d'une gestion d'hypoglycémie. Donc le G5, on l'a souvent en clinique, mais en vrai, on l'utilise surtout pour diluer des choses qui seraient, pour lesquelles il y aurait une interaction avec les éléments qui sont présents dans le Ringer ou dans le NaCl. Donc c'est surtout un produit de dilution ou alors pour gérer des hypernatrémies. Voilà, c'est dans des cas très très précis qu'on va utiliser le G5, mais pas pour la gestion d'une hypoglycémie. Là, j'ai juste mis une petite note pour le cas où on a du coup à gérer une hypoglycémie. Donc, avec l'exemple d'un chien de 8 kilos, que ce soit pour le bolus ou par la perfusion continue, donc le bolus, je n'ai pas noté, mais le débit, enfin la vitesse d'administration, on l'adapte en fonction du cas. Moi, généralement, j'ai tendance à faire sur 5 à 10 minutes. Donc, on l'adapte en fonction du cas, dans le sens, en fonction de la gravité des signes cliniques et du risque de surcharge avec l'administration d'un volume important rapidement. Donc, ça à prendre en compte. En pratique, généralement, moi, je fais sur 5 à 10 minutes en fonction des cas. Donc, par exemple, si on fait un bolus à 0,5 g par kilo sur un chien de 8 kilos qui a une hypoglycémie à 0,6, 0,58 g par litre, c'est un simple produit en croix. Donc, on veut 0,5, on veut 4 grammes de glucose, on va administrer 4 grammes de glucose à ce chien. Dans le G30, on sait qu'il y a 30 grammes de glucose dans 100 ml, dans un volume de 100 ml. Donc, pour avoir 4 grammes, c'est un simple produit en croix. Il nous faut 13 ml de G30. Ce G30, il est hypertonique, donc il est hyper important de le diluer pour éviter notamment les phlébites. Donc, on le dilue à demi ou un tiers pour un bolus. C'est-à-dire que là, si on dilue à un demi, on rajoutera 13 ml de NaCl ou de Ringer. Si on dilue à un tiers, on rajoutera du coup 26 ml. Le degré de dilution, ça va dépendre de différentes choses. Moi, c'est vrai qu'en règle générale, avec du G30, j'ai plutôt tendance à diluer à moitié. Je pense que ça dépendrait un petit peu de la clinique de mon animal. Si on avait du 50%, je pense que plus souvent, je le diluerais du coup à un tiers. Euh, mais ça va dépendre aussi d'autres choses. Si j'ai des signes de choc et que du coup, j'estime qu'il a aussi besoin de recevoir un plus gros volume, ça va rentrer en compte.
Si on veut continuer avec ce chien, enfin pour ce chien avec une série, une perfusion continue de solution, enfin de glucose, il va falloir qu'on fabrique notre soluté glucosée à 5% ou à 7,5%. Moi, j'ai tendance à partir généralement sur du 5% euh, par habitude. En soi, parfois je passe à du 7,5 si jamais je vois qu'avec mon 5%, c'est pas suffisant. Mais de base, je commence par créer un soluté glucosé à 5%. Donc encore une fois, là, on va pas utiliser le G5. Il faut qu'on fabrique nous-mêmes notre solution glucosée. Donc, si on veut fabriquer une solution glucosée à 5%, ça veut dire qu'on veut 5 grammes de glucose dans 100 ml de NaCl ou de Ringer. On sait que dans le G30, il y a 30 grammes de glucose. Donc, il faut qu'on récupère 5 grammes de glucose dans le G30, ce qui nous fait 16. Donc, là aussi, c'est un simple produit en croix. Euh, 30, 30 grammes dans 100 ml. Si je veux 5 grammes, je fais 5 fois 100 divisé par 30, ça me fait 16,7 ml. Donc, je prends 16,7 ml de G30 et que je mets dans 100 ml de NaCl ou de Ringer pour avoir un soluté à 5% de glucose. Si jamais on veut une perf plus importante parce que, je sais pas, bon là notre chien il fait 8 kilos, donc même si on le met à 2 millilitres kilo, 2 ml kilo heure, avec 100 ml, on a quand même le temps. Mais si on a un gros chien et que 100 ml, ça va passer en l'espace de trop peu de temps, on peut, là aussi, c'est un simple produit en croix, on peut faire dans 250. Donc, dans ce cas-là, il faut simplement faire le produit en croix, 16,7 ml dans 100 ml. Et du coup, 250, donc ça serait 250 fois 16,7 divisé par 100. Donc voilà, pour refaire notre soluté, enfin pour faire notre soluté de glucose, simple petit produit en croix. C'est peut-être tout basique, mais je sais qu'il y en a qui détestent les CRI, donc c'est pour ça que j'ai refait un petit point dessus. En vrai, c'est pas toutes les CRI, globalement, ça reste du produit en croix. Moi, je ne m'ennuie pas à chaque fois, je le réécris parce que de tête, on peut facilement faire des erreurs. Donc, en l'écrivant, franchement, voilà, c'est pas très compliqué. Les cas fréquents d'hypoglycémie. Du coup, l'animal diabétique qui nous est présenté en crise hypoglycémique, il va falloir faire un peu le point avec les propriétaires. Est-ce qu'il a pu y avoir une erreur de dose? Donc, est-ce qu'il a pu être surdosé? Est-ce qu'ils ont changé le type de seringue? Donc, c'est un peu de la même manière une erreur de dose, mais c'est juste que parfois, quand on leur demande, est-ce que vous avez, enfin, si on leur pose directement la question, est-ce que vous avez pu vous tromper de dose? Ils vont peut-être pas prendre en compte le fait que ils ont changé de seringue et qu'en fait les seringues elles sont pas dosées de la même manière. C'est pas forcément si on leur dit pas, si on leur a vendu les seringues ou s'ils ont acheté les seringues dans un autre endroit par rapport à d'habitude. Enfin bref, il y a plein d'événements qui peuvent faire qu'ils ont utilisé des seringues différentes de d'habitude sans s'en rendre compte. Donc simplement demander si ils ont pu faire une erreur de dose, il faut préciser un petit peu. Est-ce qu'il a pu y avoir une double dose? Donc ça, c'est surtout le cas si jamais Bon, alors, dans les cas où les propriétaires oublient, mais aussi quand ils sont plusieurs à faire les injections d'insuline. Donc voilà, bien faire le point. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pu la faire avant? Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que l'animal est pas bien, peut-être depuis quelques jours, ou est-ce qu'il a pas mangé? Est-ce qu'il a vomi? Est-ce qu'il a eu de la diarrhée? Enfin, est-ce qu'il y a des troubles digestifs qui pourraient nous expliquer que même si la dose d'insuline qui a été faite, c'est la bonne, euh, peut-être qu'il en avait pas besoin simplement parce qu'il n'avait pas suffisamment d'apport. Malgré tout, même si tout à ce niveau-là et enfin voilà, si c'est pas s'il n'y a pas eu d'erreur de dose, si l'animal a plus de pertes, en particulier chez le chat, on peut avoir des résolutions du diabète. Donc, on peut avoir des hypoglycémies simplement parce que le pancréas commence un peu à reprendre du service, donc à garder en tête. La prise en charge va varier en fonction de la gravité des signes cliniques, soit une prise en charge, enfin une complémentation par voie orale, seule avec un repas riche, ou alors par voie parentérale, donc en fonction de la gravité des signes. Parce que c'est vrai qu'avec des signes, comment dire, modérés, le risque d'apporter du glucose à un animal diabétique, c'est qu'après on va complètement décaler on va un peu tout détraquer. Donc c'est pour ça que l'idéal ce serait de pas forcément partir sur du parentéral si on peut l'éviter, mais à des fois où on n'a pas vraiment le choix.
On arrête l'insuline jusqu'à retour d'une hyperglycémie et ou d'une glucosurie. Et si on reprend l'insuline, on diminue de 25 à 50% la dose initiale et on suit de près du coup la glycémie. On envisage de faire une courbe de glycémie ou de rediriger vers le véto traitant pour envisager rapidement une courbe de glycémie ou le suivi du diabète. Chez les nouveau-nés, l'hypoglycémie, ça va être la première cause de convulsion néonatale. C'est l'un des trucs à checker dès qu'on a un nouveau-né ou un animal, enfin un patient pédiatrique qui nous est amené parce qu'il n'est pas bien. On peut très rapidement avoir une hypoglycémie, alors soit à l'origine des signes, soit qui peut être une complication, soit d'un processus infectieux ou autre. Mais assez souvent, on va avoir une hypoglycémie chez ces jeunes. Soit chez les nouveau-nés par défaut d'apport, soit ça peut être lié à une hypothermie ou alors à une maladie sous-jacente. Donc défaut d'apport, ça peut être variable, ça va être des animaux qui prennent pas suffisamment, la mère qui les rejette, un suivi qui n'est pas assez régulier si jamais ils sont biberonnés. Une hypoglycémie, elle se développe très très rapidement après le début du défaut d'apport. Dans les 2 heures qui suivent, 2, 3 heures qui suivent, l'animal va déjà commencer à présenter des signes. Les signes cliniques chez les nouveau-nés, ça va être encore une fois, soit des états en hyper ou en hypo, donc avec un animal, un nouveau-né qui pleure beaucoup, qui s'agite, ou à l'inverse, qui va être très abattu, hypovigilant, qui ne tète pas, qui ne va pas avoir de réflexe de succion, et ça peut aller du coup jusqu'aux convulsions, stupeur, coma. Les jeunes Erastoy, donc les jeunes et souvent des jeunes de race miniature ou toy qui peuvent présenter une hypoglycémie en cas d'anorexie ou d'hyporexie, en cas de repas à intervalles trop longs, de perte digestive, vomissements, diarrhée, ou si jamais il y a une maladie sous-jacente qui va consommer davantage de glucose. Donc ces animaux-là, ils vont être sujets à développer facilement des hypoglycémies, simplement parce qu'ils n'ont pas suffisamment de stock, que ce soit au niveau hépatique, donc pas suffisamment de réserve en glycogène, et pas suffisamment de tissu adipeux. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont être assez à risque en cas d'anorexie ou de perte, même si ces pertes, elles sont pas importantes, ou de repas à intervalles trop longs. Donc ça va être par exemple les gens qui ont un chiot, qui lui donnent à manger qu'une fois ou qui lui donnent à manger 2 fois par jour, mais où malgré tout, les intervalles sont trop longs et il leur faudrait 3. La prise en charge, c'est une prise en charge classique d'hypoglycémie. On va monitorer de près cette glycémie. On va éviter une surcomplémentation puisque ça peut conduire Ah à bah une... toi, t'as tout bu, d'accord? Tu qui vas peut... encore faire pipi? Ah bah oui, Je ne sais tu pas vas qui a encore faire fait pipi. son micro. Donc, on va éviter les surcomplémentations puisque ça conduirait à une hyperglycémie. Et cette hyperglycémie peut conduire à une diurèse osmotique et donc à une déshydratation importante. Donc, il faut vraiment avoir une approche conservatrice avec ces jeunes-là. Et moi, j'ai tendance à plutôt essayer de privilégier une prise orale. Donc, vraiment faire en sorte de stimuler à ce qu'ils prennent par voie orale avec des petits repas fréquents. Euh, Attention au monitoring de glycémie chez ces jeunes, donc en particulier au volume de sang qui sont utilisés et à la fréquence, puisque en les ponctionnant, on peut entraîner une anémie. L'insulinome. Donc l'insulinome qui est un cas assez fréquent d'hypoglycémie, alors plutôt chez des patients âgés. Donc là, on parlait avant des hypoglycémies de jeunes. Après, il y a pas mal de choses qui concernent plutôt des animaux jeunes.
comme les chaînes portosystémiques en cas de sepsis, de déficit en GH et d'intoxication. Ça va plutôt concerner des jeunes. Les chiens plus âgés qui seront présentés en hypoglycémie, il y a plus de chances qu'ils risquent qu'ils souffrent d'un processus néoplasique, donc avec une tumeur qui produit de l'insuline, donc un insulinome, ou une tumeur qui produit une insuline-like. Et ça peut éventuellement, enfin, ils peuvent éventuellement avoir d'autres choses, pas forcément tumorales, mais ils peuvent éventuellement avoir une hépatite chronique ou une cirrhose hépatique. Et de la même manière qu'un plus jeune, même si l'Addison chez un vieux, c'est moins fréquent, ça peut arriver aussi. Sepsis, cirrhose ou intoxication, ça reste possible. Généralement, donc l'insulinome, c'est une tumeur, c'est la tumeur la plus fréquente, la tumeur pancréatique la plus fréquente. Elle concerne plutôt des animaux qui prennent de l'âge avec un âge moyen aux alentours de 9 ans et demi, et plutôt des animaux de grande taille, donc plutôt des chiens moyens à grands. Euh, euh, c'est d'après les études ce qui est rapporté, enfin les espèces les plus souvent rencontrées, enfin les types de chiens plus souvent rencontrés. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt vu des petits chiens à éventuellement des chiens moyens. J'ai pas vu de gros chiens avec, avec des insulinos, mais après, oui, c'est plutôt des chiens moyens à gros. Euh, L'insulinome, donc du coup, c'est une tumeur pancréatique généralement sous la forme d'une masse, donc d'un nodule ou d'une masse qui va produire du coup trop d'insuline. Et donc, comme on l'a vu, l'insuline, elle va agir d'une part sur le côté capture du glucose et d'autre part au niveau hépatique. Et ça va entraîner du coup des hypoglycémies qui peuvent être graves. Généralement, les animaux qui souffrent d'insulinome, ils vont avoir un examen clinique relativement normal, hein, en dehors de leurs signes liés à leur hypoglycémie. Et ils vont aussi assez souvent avoir un minimal database, donc les premières explorations sanguines qui seront tout à fait normales. Donc l'association du profil d'animal, à savoir un chien âgé avec une hypoglycémie assez sévère, ça doit nous faire penser à un insulinome. L'insulinome, pour le mettre en évidence, et le diagnostic de certitude, ça passe par la mise en évidence d'une hypoglycémie et au même moment d'une insuline normale à augmenter. C'est pas normal d'avoir de l'insuline en quantité normale à trop élevée si jamais il y a une hypoglycémie. En cas d'hypoglycémie, comme on l'a vu, normalement, là, c'est les hormones hyperglycémiantes qui se mettent en route et l'insuline, elle est censée se mettre en retrait pour pouvoir maintenir la glycémie à des taux qui sont viables pour le corps. Donc, si on a une hyperinsulinémie en face d'une hypoglycémie, c'est anormal et c'est en faveur d'un insulinome. Très souvent, les insulinomes, ils seront localisés au niveau pancréatique, mais parfois on peut avoir des localisations extra-hépatiques. Donc ça, c'est pour enfin, prouver en gros l'hyperinsulinémie et l'insulinome. Pour trouver son origine, ça passera par des examens d'imagerie. L'écho, qui est souvent le premier examen qui est réalisé, qui peut permettre de mettre en évidence la masse. L'écho, elle peut avoir, enfin, une écho normale exclura pas et un pancréas normal et pas de métastase, voilà, pas de masse à l'écho exclura pas un insulinome puisque a priori c'est environ une masse pancréatique et un insulinome sur trois qui est mis en évidence par écho. Donc il y a quand même une sensibilité qui est vraiment très très relative et c'est des animaux pour lesquels ça peut être intéressant de faire un scanner avec produit de contraste. Après, de la même manière, le scanner avec produit de contraste, c'est pas forcément parfait comme examen. Enfin, c'est mieux, c'est plus sensible. Ça va permettre de mettre en évidence quasiment deux tiers des masses pancréatiques. Mais pour ce qui est du bilan d'extension, c'est assez limité aussi. Même avec scanner, on passe à côté des métastases possibles. Généralement, au moment où l'insulinome est mis en évidence, il est très souvent métastasé, même si les métastases ne sont pas forcément macroscopiques. L'insulinome, sa prise en charge, ça passe par
une chirurgie, donc avec retrait, donc pancréatectomie partielle ou totale. Le pronostic reste relativement réservé pour ces animaux, puisque dans un cas sur deux, au moment de la chirurgie, ils vont avoir déjà des métastases macroscopiques. Et en fait, les métastases vont aussi produire de l'insuline. Et donc, on a un risque de récidive malgré la chirurgie, des signes cliniques d'hypoglycémie. Donc voilà, le pronostic reste réservé pour ces animaux, même si il y a des études qui montrent qu'en fonction des cas, on a quand même des médianes de survie assez intéressantes avec des animaux qui sont sans signes cliniques pendant environ un an. Mais généralement, quand ils représentent des signes d'hypoglycémie, voilà, il y a récidive et donc métastase qui produit de l'insuline et les animaux sont assez rapidement euthanasiés. Le pronostic est moindre pour des animaux qui, en post-op, vont présenter une hypoglycémie parce que là, on va se dire qu'on en a sûrement laissé et que ça va être problématique. Pour la gestion en urgence d'un animal sur lequel on suspecte un insulinome, ça va être une gestion entre guillemets classique d'une hypoglycémie. À la différence du fait que c'est assez compliqué, en tout cas moi de mon expérience, de les stabiliser, puisque du coup ils ont besoin de glucose, donc on leur apporte du glucose, mais généralement quand on leur apporte du glucose, du coup on va avoir une décharge d'insuline en réponse, et d'autant plus, enfin on dirait qu'elle est d'autant plus importante cette décharge d'insuline, et du coup on risque de faire retomber encore la glycémie encore plus bas. Donc, c'est un peu galère de les stabiliser, ces animaux-là. Il faut essayer d'utiliser les plus petites doses possibles de glucose pour éviter ces hypoglycémies rebonds. Donc, on va essayer vraiment de... On va pas chercher à normaliser la glycémie, on va chercher à résoudre les signes cliniques et à résoudre les signes cliniques les plus... Enfin, voilà, on va essayer essentiellement de s'intéresser à la clinique. Si le glucose suffit pas à maintenir une glycémie normale ou à résoudre les signes cliniques, on peut envisager d'administrer de la dexaméthasone. Alors, il y a différents protocoles qui sont rapportés, soit en injection intermittente, et il y en a qui parlent éventuellement en perfusion continue sur 6 heures. Et si ça marche toujours pas, on peut envisager le glucagon en injection puis en CRI, sachant que le glucagon, c'est pas facile de se le procurer. Voilà. Donc les insulinomes, c'est essentiellement le côté hypoglycémie rebond qui complique vraiment les choses et qui peut faire, qui peut ouais, nous empêcher de stabiliser l'animal. J'ai pas parlé des tumeurs qui produisent des insulines like. Là, c'est encore un peu plus particulier. Enfin, dans tous les cas, la gestion, ça restera la même en urgence. Sur les explorations, après, c'est des dosages qui ne sont pas en France. Je crois qu'il y a même un seul labo dans le monde. Et recherche de la tumeur primitive par examen d'imagerie généralement. Voilà pour la présentation sur l'hypoglycémie. Hop. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que je n'ai pas été trop vite ou trop lentement. Je ne sais pas. Merci beaucoup, Elodie, pour la présentation. C'était très clair. Ouais. Hop, je vais arrêter le partage. Du coup, ouais, je sais pas s'il y a des questions ou enfin, ou si quelqu'un avait d'autres avis, un autre avis sur certaines choses, n'hésitez pas. C'est pas sur certains éléments. Je pense en particulier aux jeunes. Enfin, je sais pas si s'il y en a qui ont d'autres manières enfin, d'autres avis par rapport à la gestion des suspicions d'insulinome, s'il y a d'autres techniques. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé qu'on me suggère de plutôt essayer de stabiliser par alimentation, donc en posant une sonde pour éviter d'administrer du glucose par voie veineuse. J'ai pas l'impression, en tout cas, enfin, après, j'ai pas trouvé d'études sur le truc. Moi, d'un point de vue pratique, j'ai pas vu de différence. Je sais pas si quelqu'un a d'autres avis sur la question. Non. Ok.
Bah, je pense qu'on va peut-être s'arrêter. Il y a pas... Ouais, j'ai jamais stabilisé d'insulinome, donc je n'ai pas d'avis sur la question. Moi, j'aurais une question, s'il te plaît, Elodie, sur Ouais. les doses de Valium que tu fais pour stopper des convulsions sur une hypoglycémie. Est-ce qu'il y a Euh, alors, moi, j'ai pas... Enfin, je modifie pas ma dose en fonction de l'hypoglycémie. Je vais faire 0,2 mg par kilo. 0,2, 0,3, enfin, entre 0,2 et 0,4. Ouais, généralement, je fais 0,2, 0,3. J'adapte pas. Après... Si jamais tu penses à un shunt, là c'est un peu différent. Mais sinon, je commence à 0,2. Ok, ouais, une dose classique. Ouais. Très bien. T'avais autre chose en tête ou... Non, non, j'ai eu une hypoglycémie sévère là récemment. Ouais. Et, et pareil, je me demandais si tu pouvais faire du glucose en intrarectal. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à poser une voie veineuse sur le Ouais. chat. Tu peux? Oui, tu peux. On peut faire du glucose en intrarectal. Ok. Tu peux, je sais pas si... Enfin, je pense que... En fait, je me pose la question entre de l'intrarectal ou du péros. Genre, tu poses une sonde et tu lui passes en péros. Après, c'est juste que du coup, il te faut des volumes quand même assez importants. Donc, en intrarectal, ça veut dire quand même que tu peux lui mettre une sonde Ouais, pour mettre assez loin. Je sais pas s'il y a une différence entre mettre en intrarectal et poser une sonde pour mettre en nasogastrique, naso-œso. Si a priori, oui, ça fonctionne. Alors, je pense que c'est quand même moindre que si tu le mets directement en IV ou en intra-osseux. ok, Mais oui, tu peux, à défaut. ok. Très bien. Je pense que dans ce cas-là, j'augmenterai la dose et je partirai plus sur du 1 gramme kilo si jamais il est en convulsion. Ouais, j'aurais tendance à, je pense, augmenter les doses dans ce cas-là. Ok, très bien. Merci. Ok, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Elodie, pour la présentation. Eh ben, merci à vous pour votre attention. Et puis, bonne après-midi. À bientôt, salut, bonne journée tout le monde.